Salut, salut les gars, comment vous allez? Moi, c'est Monsieur David Trésor Dain, plus connu sur le nom de Sniper One. Bon, écoutez, vous avez là mon WhatsApp, en même temps mon numéro de téléphone. Et ce jour, j'ai voulu juste enregistrer cette petite vidéo pour vous montrer une petite stratégie que j'utilise au cours de la semaine pour pouvoir grignoter quelques pipes. Et c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. J'ai déjà fait cette formation avec les membres qui sont dans mon forum Sniper sur Telegram et puis sur mon groupe WhatsApp. Voilà, et j'ai fait une formation détaillée, mais ici je vais essayer de condenser un peu les informations et puis vous donner l'essentiel. Voilà. Alors, juste à la fin, je vais vous mettre la liste des différentes formations que j'utilise pour travailler. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de traders qui aimeraient bien me connaître. Je suis trader depuis 2006. Ça fait 13 ans que je suis dans le marché. Et on a eu beaucoup de hauts et de bas. Voilà. Et c'est toutes ces expériences-là capitalisées qui font aujourd'hui que nous sommes modestement parmi ces 1 à 2% de traders qui arrivent à faire sortir leur épingle du jeu dans cette jungle qu'est le marché des devises, des indices, etc. Bien, donc sans plus tarder, je vais commencer cette petite formation. Alors, je vais commencer par faire quelque chose de banal qui, je crois, va vous servir, mais ça ressemble à quelque chose qui ressemble à quelque chose qui a l'air d'une perte de temps, parce que nous allons parler un peu de comment fonctionne le forex, comme si on parlait à de nouvelles personnes qui s'initiaient, n'est-ce pas, au marché des devises. Voilà. Mais au fait, ce n'est pas le cas. C'est parce que la stratégie Weekly Reversal s'appuie effectivement sur, n'est-ce pas, le fonctionnement même du marché boursier. Mais aussi parce que beaucoup de traders ne savent pas exactement comment fonctionne le marché boursier et ils savent seulement ce qu'on leur dit, c'est-à-dire le fonctionnement Wikipédia du marché de devises, c'est ce qu'ils savent. Mais ce qui se trame en bas, beaucoup ne savent pas cela. Et j'espère qu'à travers cette formation, le voile sera levé sur vos yeux, sur comment la chose fonctionne réellement en profondeur. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la formation. Alors, comment fonctionne le marché des devises? Nous savons que le marché des devises est animé par trois grands acteurs. Nous avons les liquidity providers qui animent ce qu'on appelle la place de marché. Nous avons les brokers, n'est-ce pas, qui sont des intermédiaires. Et nous avons des investisseurs et des traders comme vous et moi. Voilà. Et nous allons commencer en amont. En amont, nous avons les liquidity providers. Et les liquidity providers peuvent être ce sont des banques centrales. Ce n'est pas qu'ils peuvent être, mais ce sont les grandes banques, les banques centrales. Hein, ce sont des grandes banques commerciales aussi. Ce sont ces banques-là qui pourvoient de la liquidité. Et quand nous parlons de liquidité, nous parlons d'argent. Nous parlons de sous. Voilà. Ce sont ces grandes banques qui injectent, n'est-ce pas, de l'argent dans le marché. Voilà. Ce sont ces banques qui donnent aux paires de devises, au marché financier, le sens que ce marché doit prendre. Si ce marché doit aller à la hausse ou ce marché doit aller à la baisse. Ce sont ces banques-là qui le font. Vous voyez, c'est eux qu'on appelle les pourvoyeurs de liquidités ou encore en anglais les liquidity providers. Voilà, c'est qu'ils décident du sens du marché, c'est eux qui animent la place de marché. Et nous avons ensuite les intermédiaires qui peuvent être aussi des banques. Nous avons des grandes banques qui sont des brokers. Nous avons Dukascopy Bank, nous avons Saxo Bank, et nous avons beaucoup de banques. La banque centrale de l'Allemagne, Deutsche Bank, qui est aussi un broker. Et nous avons beaucoup de banques aussi qui peuvent être des intermédiaires. Et leur rôle, les brokers,
leur rôle, c'est de chercher des clients, n'est-ce pas, pour leur liquidity provider. Comprenez? C'est de chercher des investisseurs, c'est comme ça on les appelle. Voilà, des investisseurs. Que vous soyez trader ou quoi d'autre, les brokers vous considèrent comme des investisseurs. Comprenez? Voilà. Même si vous êtes des traders ou des investisseurs, tout ce groupe-là, les brokers considèrent cela comme des investisseurs. Voilà. Et eux, leur rôle, c'est de chercher des clients, voilà, pour les liquidity providers. Voilà. Et ces brokers-là peuvent aussi des sociétés financières, telles que XM, Ava Trader, telles que comme Light Forex ou Forex Light, je ne sais plus, tels que FXCM, IG Market, AC Market. Vous avez tous ces sociétés financières qui sont aussi des brokers. Voilà. Et nous avons en aval les investisseurs ou les traders comme vous et moi, et nous avons accès, n'est-ce pas, à la place de marché à travers un logiciel que vous connaissez, n'est-ce pas, un logiciel de trading. Et pour notre cas, le logiciel le plus utilisé sur la place actuellement, c'est le MetaTrader 4. Voilà. Les gens ont développé aussi le MetaTrader 5. Mais bon, vous savez de quoi je parle, à travers des logiciels. Nous avons accès à la place de marché et ce sont par les services des brokers. Voilà. Maintenant, la question qui suit, c'est qui sont ceux qui font le marché? Voilà, nous avons vu les trois types, n'est-ce pas, d'intervenants dans le marché financier. Et la question qui suit, c'est que qui sont ceux qui font le marché? Ceux qui font le marché, ce sont les liquidity providers. Vous voyez? Ce sont leurs traders, les traders de ces grandes banques, des banques centrales et des banques commerciales, des liquidity providers. C'est eux qui font le marché. Vous comprenez? Voilà. Et quand certaines personnes apprennent le trading, on leur dit que le trading, c'est une bataille entre, n'est-ce pas, les acheteurs et les vendeurs. Voilà, ça, c'est une explication superficielle. Voilà, ce n'est pas suffisant. Hein? Voilà, ce n'est pas une bataille, ce n'est pas simplement une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. C'est plus complexe que ça, mais nous allons essayer de vous expliquer ça. Alors, ce sont les liquidity providers qui font le marché. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont injecter de la liquidité dans le marché. Donc, ils injectent de la liquidité, puis ils retirent la liquidité. Vous comprenez? Et lorsqu'ils injectent la liquidité dans le marché, ça peut être le cas d'un ordre d'achat, d'une tendance haussière. Vous comprenez? Et vous voyez les coûts aller de l'avant. Et quand ils retirent une partie de ce qu'ils ont investi, ou bien ils retirent complètement leurs gains, et ça peut être un renversement de tendance ou bien une correction de la tendance. Excusez-moi, voilà. Mais ce sont eux qui font le marché, c'est ce que je veux que vous reteniez. C'est que les liquidity providers peuvent injecter de l'argent dans le marché et ça peut être le cas d'une vente. Et ensuite, ils peuvent retirer cet argent et ça va corriger ou bien ça va carrément changer, n'est-ce pas, la tendance. Voilà. Et en le faisant ainsi, ils se font de l'argent sur nos trades. Vous voyez un peu? Ils se font de l'argent sur nos trades. Voilà, les liquidity providers, quand ils injectent de l'argent, comprenez, si vous n'êtes pas fort, vous allez vous faire prendre au piège et ils vont grignoter votre argent et puis ils se font beaucoup d'argent. Vous comprenez? Et il y a une chose qui court beaucoup, c'est que beaucoup de personnes aiment se fier aux indicateurs économiques. Les indicateurs économiques, laissez-moi vous le dire, c'est la plus grosse arnaque qui n'ait jamais existé sur le marché financier. Voilà.
il y a quelques indicateurs qui sont dignes de confiance, et là, vraiment quelques indicateurs, mais il ne faut pas se fier à 100% aux indicateurs financiers, aux indicateurs techniques plutôt. Voilà. Les indicateurs techniques, c'est l'une des plus grosses arnaques sur le marché financier. Parce que quand vous placez le stochastique et qu'on vous dit que lorsque la ligne verte du stochastique arrive dans la zone de surachat, ça veut dire que bientôt les paires vont tomber. Vous pensez que si c'était aussi simple comme ça, qui allait devenir pauvre? Quel trader allait perdre de l'argent? Vous comprenez? Et c'est un peu ça le piège dans lequel beaucoup de traders tombent quand ils commencent, quand ils apprennent le trading. Voilà. Quand on veut leur montrer le trading, les gens leur montrent les indicateurs. Non, moi je ne montre pas les indicateurs quand je forme les gens. Sinon, quelques indicateurs, et là vraiment quelques indicateurs, peut-être 2 ou 3 que je trouve intéressants. Mais de toutes les manières, ce n'est pas comme ça que les liquidity providers fonctionnent. Voilà. Je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que quand un liquidity provider, quand un trader de ces grandes banques-là se met sur son poste le matin et quand il regarde son écran, vous allez voir les stochastiques, les MACD, hein, vous allez voir toutes ces choses-là, n'est-ce pas, balancées sur son écran-là, et puis il s'assoit là pour regarder. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'ils font. Je vais vous dire, quand un trader de ces grandes banques arrive à son travail, quand il regarde son écran, il sait exactement le pourcentage d'investisseurs qui sont en achat et le pourcentage d'investisseurs qui sont en vente. Ils le savent exactement. Voilà comment ça fonctionne. Et lorsque le pourcentage de personnes en achat est plus grand que le pourcentage de personnes en vente, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à vendre pour ramasser les stop-loss de ceux qui sont en achat. C'est comme ça. Voilà. Et lorsque le pourcentage de ceux qui sont en achat est plus élevé que ceux qui sont en vente, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en vente pour ramasser le stop-loss de ceux qui étaient en achat. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça fonctionne. Voilà. Si par exemple vous avez 90 personnes, 90% qui sont en vente, je dis n'importe quoi, et puis seulement 10% qui sont en achat, le liquidity provider, il va acheter et il va ramasser l'argent des 90% qui sont en vente. Et vice-versa. C'est comme ça fonctionne. Vous comprenez? Donc, ne vous dites pas, c'est ce qu'on appelle the market sentiment, le sentiment du marché. The market sentiment, c'est ça. Voilà. Et il y a certains brokers qui essaient d'intégrer cette psychologie-là. Ils essaient de voir dans leur plateforme combien sont ceux qui sont en achat, combien sont ceux qui sont en vente. Il y a certains brokers qui essaient d'intégrer ça. C'est difficile parce que les liquidity providers, ils ont accès à une plus grande plateforme. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut faire, nous allons le voir tout à l'heure. Donc, déjà, désillusionnez-vous avec sur votre façon de travailler. Désormais, si vous avez une stratégie qui fonctionne, désormais, à partir d'informations que vous allez recevoir ici, essayez d'intégrer ça à votre façon de trader, à votre stratégie. Essayez d'intégrer ces choses-là. Voilà, je pense que ça va vous aider. Voilà. Alors, si tel est le cas, quelle est donc la solution? La solution, elle est toute simple. Il faut tout simplement étudier le comportement des liquidity providers. Voilà. Il faut tout simplement bosser dans la semaine leur comportement sur un long moment. Vous essayez de bosser comment ils se comportent dans le mois, dans la semaine, sur 6 mois, comment ils se comportent. Vous comprenez? Voilà. Dans la journée, comment ils se comportent. C'est ça la meilleure stratégie. Voilà, la meilleure stratégie, c'est de pouvoir étudier le comportement de ces personnes-là. Voilà. Quand on dit qu'il y a 2% de traders qui gagnent ou 1% de traders qui gagnent,
Ce n'est pas 1% des traders qui gagnent, les gars. Ce sont les liquidity providers qui gagnent. Les autres, ceux qui arrivent à amasser un peu d'argent à côté, ce sont ceux qui ont compris comment les liquidity providers fonctionnent. Vous comprenez? C'est cela. Alors, est-ce que ces liquidity providers, est-ce qu'ils ont une faille? Bien sûr, comme tout ce qui évolue sur cette terre, tout ce qui évolue sur cette terre possède une faille. Vous comprenez? Ce qui n'a pas de faille, c'est ce que Dieu a créé. Voilà. Mais quand un système est conçu, que ce soit politique, que ce soit financier, que ce soit stratégique, que ce soit technique, il y a forcément une faille. Vous comprenez? Il y a une faille. C'est comme ça le monde est conçu. Rien n'est parfait. C'est la raison pour laquelle, malgré que ces liquidity providers soient de grosses têtes, soit des personnes qui s'imposent, qui imposent le sens du marché, ils sont quand même prévisibles. C'est l'une de leurs failles. Quand vous regardez au microscope, n'est-ce pas, comment ils fonctionnent, vous allez voir qu'ils sont prévisibles. Voilà, ils sont prévisibles quelque part. Et ils font tout le temps la même chose. Vous allez voir, dans la semaine, vous allez constater qu'ils font tout le temps la même chose. Vous comprenez? Voilà, donc ce sont leurs deux grandes faiblesses. Parce que peu importe la quantité d'argent qu'ils injectent dans le marché, un jour, il va falloir qu'ils le retirent. Il va falloir qu'ils encaissent leurs gains. Voilà, et quand ils encaissent leurs gains, à un moment donné, il va falloir qu'ils injectent. Voilà, donc à partir de ça, on arrive quand même à disséquer comment ils fonctionnent. D'où la stratégie weekly reversal. Vous avez aussi le monthly reversal. Vous avez aussi le reversal de semestre. Voilà. C'est bon? OK. Donc, la stratégie weekly reversal est basée sur le comportement, n'est-ce pas, de ces liquidity providers-là. Mais avant de rentrer sur une plateforme pour voir un peu comment ces choses-là fonctionnent, je vais vous montrer un peu les différents types de renversement. Parce que reversal, ça veut dire renversement. Les différents types de renversement. Bon, voilà. Vous avez sur le schéma ici deux types de renversement. Vous l'avez reconnu, on a un renversement brutal à la baisse. Et en bas ici, nous avons un renversement brutal à la hausse. Ça va? Alors, ça veut dire quoi le renversement brutal à la baisse? Ça veut dire qu'avant, on avait les cours de devises qui montaient, qui grimpaient, qui grimpaient, qui grimpaient. Et subitement, nous avons un renversement à la baisse. Voilà. Et ça, généralement, ce sont les informations économiques majeures qui sont à la base de ces renversements brutaux-là, ou les renversements spontanés. Et nous avons aussi les cours qui descendent, qui descendent, qui descendent. Et subitement, nous voyons les paires grimper un coup à la hausse. Et ça, on appelle ça un renversement haussier. Voilà. On va continuer. Et là, nous avons encore deux autres types de renversement. Mais ici, c'est un renversement qui est issu d'une correction. Voilà. Ça veut dire que nous sommes dans une tendance baissière et là, nous avons une correction qui est faite ici. Et à la fin de la correction, cette correction qui est là, c'est une correction haussière. Donc, la correction haussière apparaît lors d'une tendance baissière. Vous comprenez? Et après, nous avons un renversement de cette correction haussière-là. Ça va? Excusez-moi, je vais juste ajouter un petit truc là. Voilà. Voici ici le renversement. Ça va? Voilà. Vous voyez là où j'ai mis le trait là, ici. Bon, c'est pas grave, enlevons-le. Mais vous comprenez, ici nous avons un renversement, n'est-ce pas, de cette correction haussière. Mais ce renversement qui est là, c'est la continuité de la tendance baissière. Voilà. Donc nous avons un renversement de la correction haussière,
Et le renversement de la correction haussière a lieu dans une tendance baissière. C'est pour marquer la continuité de la tendance baissière. Ça va? Voilà. Vous pouvez prendre note, vous prenez une feuille et puis vous commencez à prendre note parce que après ça, quand nous allons tomber sur le graphique, vous allez voir comprendre beaucoup de choses. Donc, il est important que souvent vous fassiez pause sur la vidéo et puis vous commenciez à prendre note. Le deuxième cas de correction, c'est le cas où nous sommes dans une tendance haussière. Donc, nous avons une tendance haussière et nous avons une correction baissière. Et à la fin de la correction baissière, on a un renversement qui a lieu, c'est-à-dire la tendance haussière reprend. Donc, on appelle ça le renversement de la correction baissière. Voilà. Cette zone-là s'appelle renversement de la correction baissière. Et le renversement de la correction baissière a lieu dans une tendance haussière. Voilà. C'est une reprise de la tendance haussière. Voilà, qui a été marquée par une pause ou bien une correction. Ça va? OK. Et enfin, nous avons le dernier type de renversement. Nous avons les prix qui tombent. On appelle ce type de renversement-là, c'est un renversement qui a lieu après c'est-à-dire une tendance flat, c'est-à-dire une tendance horizontale, une tendance qui évolue dans un rectangle. Ça va? Voilà. Ça, c'est une tendance rectangulaire, une tendance plate. Donc, ce renversement qui est là a lieu lors d'une tendance baissière. Nous avons les prix évoluent dans un rectangle. Voilà. Or, ici, vous voyez les prix qui ont évolué carrément à la hausse, ici, dans cette tendance baissière. Mais ici, on a l'impression que les prix évoluent dans un rectangle. Ça va? Et à la fin, vous voyez la tendance baissière qui a commencé là, continuer. Ça va? Voilà. Donc, ce renversement-là, c'est un renversement baissier qui a lieu à l'issue d'une correction. Mais ça, c'est une correction en horizontale. Ça va? Une correction flat, c'est-à-dire où la tendance, où les prix ici n'ont pas de tendance marquée. Elles montent, elles descendent comme si elles évoluaient dans un rectangle. Ça va? Et à la fin, nous avons un renversement baissier, c'est-à-dire la continuité de la tendance baissière. C'est pareil pour la tendance haussière. Vous voyez les prix monter et après, vous avez ici, n'est-ce pas, une correction de la tendance haussière, mais cette correction-là évolue en flat, c'est-à-dire sous forme horizontale. Voilà, elle monte et descend comme si elle évoluait dans un box, dans un rectangle. Et après, la tendance haussière qui a débuté là reprend. Donc, c'est le renversement de ce box-là, de cette correction-là. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Ça va? OK, donc nous avons vu les 6 types de renversement que j'ai résumés ici. Voilà, voici les 6 types de renversement qui sont là. Maintenant, la question à laquelle nous allons répondre dans la vidéo qui va suivre tout à l'heure, c'est à quel moment ce renversement a-t-il lieu? Voilà. Parce que tous ces renversements-là, ce sont les liquidity providers qui les provoquent. La question que je vais vous poser, c'est à quel moment? Parce que si vous savez à quel moment ces renversements ont lieu, alors vous êtes bénis. Ça va? Voilà, vous allez toujours prendre le marché dès le départ. Ça va? C'est ça. Donc, c'est ce que nous allons développer tout à l'heure. OK, d'ici là, portez-vous bien. Voilà, à tout de suite. C'était Sniper One.